Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Et bonjour à tous, bienvenue dans le 40e épisode de Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. On est avec Laurent, notre expert SAV. Laurent, comment te portes-tu ? Bonjour à tous, écoutez, tout va bien, j'espère que tout le monde va bien, que la semaine démarre en fanfare avec plein de belles surprises à venir. Pied au plancher vers l'atelier. Moi c'est Johan, je fais des vidéos tutos dans le domaine du SAV. Et en parlant de ça, on a eu un départ à la retraite là il y a pas longtemps, 35 ans de carrière, et Gérard il savait faire plein de choses, j'y pensais plus malheureusement. Et là, ça fait 3 semaines, on se rend compte que chaque semaine, en fait, on lui demandait des trucs à Gérard. Et maintenant qu'il est plus là, on sait plus rien faire. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, Laurent ? Aide-moi pour pas répéter l'erreur, parce que j'ai Eric là, dans 2 ans, c'est son tour. Ouais, les conséquences sont assez dramatiques quand quelqu'un qui a beaucoup d'expérience s'en va et qu'on n'a pas forcément préparé ce départ. On a laissé les choses se faire parce que, pour plein de bonnes raisons, hein. On est tous débordés, on est tous chargés, on n'a pas forcément le temps de reprendre ces 40 ans de carrière. Comment on fait pour décortiquer, structurer, emmagasiner tout ce savoir qu'il a dans sa tête, Gérard, tous ces petits points fins, ultra fins, le petit conseil qui s'est donné au bon moment, à la bonne personne. Comment on fait ça quand on l'a pas fait ? Parce que c'est ça l'enjeu en fait. Alors que on sait que son savoir est précieux, on sait que l'expérience ça prend du temps, ça se structure par des vécus qui s'emmagasinent les uns après les autres. On sait aussi, comme le disait, je crois que c'est Sénèque, si je dis pas de bêtises, qui disait que la lanterne de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte. Donc on sait ça. Pas mal. On sait, on sait depuis longtemps, ça fait quelques milliers d'années. On sait que nos collaborateurs vont pas rester à vie. On sait qu'à un moment donné, ils partiront, que ce soit à la retraite, que ce soit parce qu'ils seront débauchés par quelqu'un, parce qu'ils auront envie de faire autre chose, un autre projet de vie, parce qu'ils démissionneront parce qu'ils sont pas bien. Enfin, on sait que on les garde pas pour la vie. Et on sait bien que chacun, parce qu'on parle de Gérard qui a 40 ans d'expérience, mais c'est vrai aussi avec Nathalie qui a 3 ans d'expérience, mais qui a compris très finement certains éléments dans la relation client. C'est vrai pour Karim qui, lui, chaque fois qu'il prend une clé, c'est magique. Il sait à chaque fois tout bien faire. Et on comprend même pas comment il fait pour résoudre des trucs que personne à part lui sait faire. Et ainsi de suite. On en a plein comme ça dans la boîte. De perles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a embauchés. Parce que justement, ils ont toutes ces petites capacités qui, mises bout à bout, fait qu'on a un super service et qu'on a une boîte extraordinaire. Il y a tout ça derrière. Donc on le sait, et pourtant ça arrive. Et pourtant, on se retrouve avec des trous, on se retrouve avec des niveaux de savoir qui s'en vont, par grandes tranches, par gros paquets, et on n'a rien fait. Ou on n'a pas fait grand-chose, ou on l'a pas bien fait. Attends, il y a plein de raisons, encore une fois. Quand t'as un talent naturel, on n'a pas un port USB pour télécharger les connaissances encore. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a vraiment finalement quelque chose à faire quand t'as des gens comme ça qui partent ? Et d'ailleurs, tu fais bien de le souligner, que ce soit 3 ans d'expérience ou 35 ans, ça, en fait, ça peut arriver sur n'importe quel type de longueur de carrière, on va dire. Ouais. La question, en fait, c'est finalement, qu'est-ce qu'on a mis en place dans notre entreprise pour que la connaissance se structure et s'emmagasine quelque part? Comment on la capture, la connaissance? Et évidemment, la connaissance, c'est bien quelque chose de très touchy parce que il y a des connaissances qui sont relativement faciles à évaluer, ce que sont les connaissances techniques. Quand un technicien a des compétences en mécanique, en hydraulique, en électrique, on peut les évaluer. Il suffit de mettre en place des exercices, de le mettre devant une machine, devant une problématique, et on va voir s'il sait faire ou s'il sait pas faire. C'est relativement simple. C'est vrai aussi face à un clavier informatique, on sait utiliser le logiciel ou on ne sait pas l'utiliser. Là, c'est relativement simple. Mais on a toute une part de savoir qui est complètement immatérielle. On a toute une part de savoir qui est de la finesse, de l'intuition, de la capacité à bien comprendre le contexte, de bien comprendre finement la cinématique d'une machine, parce que on sait que quand on fait ça à tel endroit et ça à tel autre endroit, c'est pas exactement ce qui est écrit dans la doc qu'il faut faire, c'est autre chose. Et ainsi de suite. Et ça, c'est tous ces petits tours de main, toutes ces petites finesses, c'est complètement immatériel. On peut pas les évaluer. On peut pas poser une grille en disant, voilà, toi, t'es à ce niveau-là, c'est génial.
Et pourtant, ça existe. Et c'est ce qui fait que ça marche. Alors, comment on fait ça? Comment on capture? Peut-être d'abord, il faut comprendre, je crois, pourquoi il faut capturer. C'est quoi les enjeux, en fait? Pourquoi il faut mettre quelque chose en place? Parce qu'en fait, que quand Gérard s'en va, c'est quoi les conséquences? La première des conséquences, c'est qu'il va falloir le remplacer. Donc, on va forcément avoir quelqu'un qui n'aura pas tout à fait le même niveau que lui, qui aura évidemment pas la même expérience que lui. Donc, on va avoir quelqu'un qui aura un niveau inférieur à certains endroits, peut-être supérieur à d'autres, hein, mais ça va pas être un copier-coller. Donc, qui va combler les trous? Donc, les autres. Donc, ça veut dire que, ce nouvel entrant va poser des questions à d'autres, donc va venir les perturber dans leur job, ça va prendre plus ou moins de temps. Sa montée, sa courbe d'expérience va être plus ou moins longue selon la complexité de ce qu'on fait, de nos machines, de nos équipements. La deuxième chose, c'est que les collègues qui appelaient Gérard, parce que avec Gérard, on savait, quoi. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la doc, Gérard sait, on l'appelle, ils vont se tourner vers qui? Ils vont se tourner vers d'autres. Donc les chemins d'accès à l'information vont être différents, vont être plus compliqués, et encore une fois, une partie du savoir ne va pas être retrouvée. Plus personne ne saura faire. La deuxième chose, et la troisième chose qui peut se passer, c'est qu'on va avoir des clients qui vont être moins contents. Parce que il y a des endroits où on va aller moins vite, on va savoir moins bien faire, on a des risques de répétition de panne, on a des risques du fait de devoir y retourner 2 fois, 3 fois, donc il va y avoir des coûts associés plus importants. Donc ça va nous coûter financièrement, ce départ de Gérard. Vraiment beaucoup. Ça peut nous coûter des dossiers, c'est-à-dire qu'on peut avoir des clients qui sont tellement mécontents que ils arrêtent d'acheter des machines chez nous et puis ils vont voir ailleurs. Donc là, le coût, il est vraiment très important. Ça va être des tensions internes, des commerciaux qui vont recevoir des appels des clients qui sont moins contents, qui vont donc revenir mettre de la pression en interne en disant mais je comprends pas, avant ça marchait, maintenant ça marche plus. Ouais, mais tu comprends bien, il y a plus Gérard. Ouais, d'accord, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais ça n'a pas résolu le problème. Ça résout pas les tensions. Donc on va avoir de la tension interne qui va apparaître. Et tout ça, ce sont des coûts financiers derrière. Donc le fait de ne pas avoir préparé le départ de Gérard va nous coûter très cher. Et ça se chiffre très rapidement en milliers d'euros. C'est pas juste quelques dizaines d'euros. C'est très vite des milliers et des milliers d'euros. Dans toutes les expériences que j'ai pu croiser, les coûts derrière, quand on fait un peu une grille de dire ok, ça a été quoi les conséquences, c'est lourd. C'est vraiment très très lourd. Alors que mettre quelque chose en place coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Même si on doit investir dans un outil, même si on doit investir dans de la structuration, ça coûte beaucoup moins cher. Et le ratio, il est de 1 à 10 en moyenne. Donc la question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Il y a plusieurs chemins. Peut-être que on peut se poser la question de dire qu'est-ce qui fait que Gérard a accumulé autant de compétences, autant d'expérience? Par quoi il est passé? C'était quoi un peu ses points de départ? Et il a fait quel chemin? Est-ce que les autres de l'équipe font un chemin similaire? Pas forcément sur les mêmes machines, mais sur des machines différentes. Est-ce que le chemin est similaire? Le fait de résoudre des problèmes plus ou moins complexes, de passer du temps à diagnostiquer, de se former vraiment très profondément avec le fabricant de l'équipement, si je suis distributeur, ou si je suis moi le fabricant, le fait de travailler avec le bureau d'études dans la conception des produits, on tient compte d'entrée de jeu, des questions de service. Le fait que Gérard se soit formé régulièrement sur des compétences annexes, un peu plus sur l'informatique, un peu plus sur des questions d'électronique, des questions de process, se soit formé à d'autres aspects. Et il a suivi quoi comme parcours, Gérard? Est-ce que c'est duplicable et comment il faut l'ajuster selon la fonction de chacun? Donc ça, c'est un premier élément, c'est de comprendre déjà ce qui a permis ce haut niveau d'expérience. La deuxième question, c'est comment on capture. Et là, on a une question qui est extrêmement complexe. C'est vraiment complexe parce que ça dépend beaucoup des cas de figure. Je vais essayer d'illustrer. Si je suis fabricant d'un équipement un peu complexe, de machines d'emballage par exemple, qui sont des lignes de production, j'ai besoin de tout un tas de savoirs. Il y a du savoir mécanique, il y a du savoir électronique, il y a du savoir informatique, il y a du savoir peut-être hydraulique, pneumatique. Il y a bien sûr de l'électrotechnique. Donc tous ces savoirs-là sont pas forcément dans la même personne. Donc j'ai une équipe en fait de 2, 3, 4, 5 personnes qui sont capables de comprendre la mécanique complète et de résoudre tous les problèmes. Comment tout ça est documenté? En général, on va me répondre, oui, il y a la notice de la machine, on a essayé de décrire. Oui, mais qui a documenté? Le bureau d'études, c'est toujours comme ça que c'est fait. Ok. Quelle est l'expérience de terrain du bureau d'études?
en général assez faible. Il a l'expérience des précédentes machines qu'il a fait. Et eux, on essaye un peu de lui remonter quelques retours de clients. Ok. À quel moment, premièrement, je fais travailler mon bureau d'études et mon SAV? Okay. À quel moment? On prend des temps structurés, institués, où on va discuter concrètement des fonctionnalités, des conséquences sur le terrain, en situation de la machine, des problématiques qu'elle rencontre, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Comment je fais monter la compétence de mon bureau d'études pour que les documents qu'ils produisent, voire qu'on peut coproduire avec quelqu'un du service, pour que ce qu'il y a dedans soit réellement utile aux équipes et soit pertinent dans la mise en œuvre, dans les opérationnels de chacun de nos clients, sur certains segments, certains cas de figure, etc. Donc, il y a comment on documente tout ça dès le début, dès l'origine, au tout départ. Le deuxième niveau, c'est comment on capture ce qui se fait tout le temps. Les techniciens, ils n'arrêtent pas de remplir des rapports d'intervention. Et pour expliquer, en théorie, ce qu'ils ont fait, quel était le problème, comment ils l'ont résolu, brièvement, en tout cas les points clés, quel genre de pièces ils ont changé, quel genre de consommables, qu'est-ce qu'ils ont constaté qui avait un impact sur le fait que l'entretien était plus ou moins bien fait, que quand tel sujet était mal entretenu, forcément, il y avait telle et telle conséquence. Tout ça, ils le voient au fil de l'eau. Comment c'est documenté, ça? On en fait quoi de nos rapports? Et puis, nos rapports, en fait, ils sont tous remplis. Ils ont tous une information suffisamment détaillée. Ouais, mais tu comprends, Laurent, les gars, c'est pas des écrivains. Ok, donc ils écrivent rapidement, ils mettent des petites phrases, c'est court. Ils utilisent un peu de jargon aussi, parce que il faut aller vite. Pourquoi il faut aller vite? Pourquoi il faut aller vite quand on remplit le rapport d'intervention? Je sais pas moi pourquoi il faut aller vite. Tu te rends pas compte, il a d'autres interventions. Bien sûr qu'il a d'autres interventions, mais le savoir là qu'il a capturé, qu'il a à l'instant T, on le capture pas. On laisse courir parce qu'il y a d'autres interventions. Donc on continue à courir comme des lapins, plutôt que d'emmagasiner à chaque étape des éléments qui sont précieux pour soi, pour lui, le technicien, les autres techniciens sur les mêmes sujets, et l'entreprise en général pour capturer le savoir. Donc à quel endroit on met de l'importance, hein, c'est toujours ça. La question de j'ai pas le temps, elle n'existe pas. C'est une question de priorité, où on considère ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Et bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que selon les sujets, selon les moments, on est obligé de jongler avec les priorités, et c'est toute la complexité du métier, bien sûr. Mais c'est qu'une question de priorité. Donc, est-ce qu'il est prioritaire de capturer le savoir ou pas? Donc, est-ce qu'on y met de l'attention ou pas? Est-ce qu'on y accorde du temps et des moyens ou pas? C'est un choix d'entreprise. Hein. Il n'y a pas, c'est ni bien ni pas bien, c'est des choix d'entreprise et ça a des conséquences de le faire ou de ne pas le faire. Et donc, si on décide de le faire, comment on le fait? Est-ce que si on en est encore à écrire des rapports papier, on part de loin, hein, ça va être compliqué. Parce que, évidemment, déjà, tout le monde n'écrit pas de façon lisible et pour tous. Ok, on écrit pour se relire soi, pas forcément pour que les autres puissent relire. Donc ça, c'est déjà un sujet. Deuxièmement, le papier, comment il est stocké, comment on peut emmagasiner l'information, c'est juste beaucoup trop compliqué. Donc, un des premiers pas, ça va être de passer à quelque chose d'informatisé. Il faut que le savoir soit informatisé, centralisé quelque part. C'est le premier pas. Si on ne fait pas ce premier pas, ça va être extrêmement complexe. On peut y pallier un peu en ayant des temps de retour d'expérience, des temps où je réunis les techniciens qui vont travailler sur certaines lignes particulières, certaines typologies de machines, qui travaillent tous sur le même sujet, avec des gars du bureau d'études, éventuellement en ou de commerciaux pour qu'eux aussi aient le bon niveau de compétence, et on va discuter de cas où ça a été compliqué, où on a eu des pannes aléatoires, où on a eu des choses qui ont été vraiment complexes à résoudre, pour les décortiquer et partager le savoir sur comment on peut le résoudre, et puis comment on a le bureau d'études, comment on peut anticiper pour que ça se reproduise pas. Donc, ces temps-là de retour d'expérience, est-ce qu'on en a mis en place dans l'entreprise? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Donc, ça peut pallier au fait que même si on est sur papier, on arrive quand même à partager de l'expérience. Le deuxième aussi niveau, et qui est vrai qu'on soit sur papier ou sur informatique, c'est comment j'ai régulièrement des binômes. Comment je fais en sorte que les gars, ils n'y arrivent pas à être tout seuls. Alors, il y a des cas de figure où, de toute façon, ils sont obligés d'être plusieurs, mais dans les cas où mes techniciens sont seuls, comment, de temps en temps, je crée des binômes pour qu'ils fassent ensemble et ils partagent ensemble ce que chacun sait. Et même un débutant peut avoir des questions dites naïves qui sont hyper pertinentes parce qu'on se les pose plus, parce qu'on est expert et c'est des questions qu'on regarde même plus. Et le fait de se les reposer, ça permet d'améliorer. Donc tout le monde va s'apporter. Hein. C'est pas forcément que l'expert qui apporte aux jeunes débutants. Ça marche dans les deux sens. Donc comment on a organisé ça? De temps en temps, régulièrement,
sur des sujets un peu complexes, des contextes un peu complexes, tel client, parce que chez lui c'est un peu compliqué, et ça va te faire grandir très vite si tu y vas avec lui. Et ça, on le sait dans une entreprise, on sait à quels endroits on peut avoir de la complexité, où on peut transmettre du savoir. Donc, comment on a structuré ça? Donc, je donne ces deux exemples. Il y en a plein d'autres pour partager l'expérience, mais c'est pour illustrer. Donc, derrière, une fois qu'on a informatisé, parce qu'à un moment donné, il faut y aller, donc que ce soit avec des tablettes, il y a plein de solutions sur le marché, et on pourra faire un épisode peut-être un peu plus spécifique sur ça. Mais le deuxième sujet qui est derrière, c'est quels sont les outils que je mets en place pour capturer le savoir et faire des recherches. Donc, il y a plusieurs outils sur le marché, hein. Il y a des plateformes qui existent et qui permettent de faire en sorte que ce qui remonte des rapports d'intervention soit exploitable. Ça soit stocké d'une manière ou d'une autre, et ensuite on va pouvoir interroger cette base pour dire, dans tel cas de figure, est-ce que tu as déjà connu? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Dans ce cas-là, j'ai tel et tel élément de contexte, tu me sors quoi? Et avec les outils notamment d'IA, d'intelligence artificielle qui arrivent sur le marché, ça devient plus simple. Je me mets un petit peu entre guillemets parce qu'il y a encore un peu de complexité, mais ça se simplifie. Donc, comment j'ai structuré ça? Et puis, il y a un dernier volet qui permet de capturer le savoir, c'est la vidéo. C'est comment on structure régulièrement, et tu es mieux placé toi, Yoann, pour ça, pour structurer par des vidéos tutos notamment, des petits bouts de savoir. Parce que ces petits bouts-là, ils sont acquis pour toujours. Tant que la machine n'évolue pas sur le morceau qu'on a capturé, bien, l'information est toujours vraie. Donc, ça va me permettre de le transmettre plus facilement. Et puis, ça va me permettre d'ouvrir d'autres services, qui est le self-service, faire en sorte que les clients puissent se débrouiller en partie tout seuls sur des questions plutôt simples. Ça va me permettre aussi à mes techniciens un peu débutants de trouver très très vite de l'information, à des techniciens experts mais qui n'ont jamais touché telle ou telle machine de trouver très vite de l'information, à un commercial qui a besoin de comprendre un peu pourquoi le client dit ceci de telle manière. Eh bien, en regardant une vidéo tuto, il va comprendre un peu mieux ce qu'il y a derrière et donc d'argumenter un peu mieux. Enfin, ça sert à plein de gens quand on prépare ce genre de choses. Donc, comment on a structuré ça? Et comment on a utilisé finalement, des temps de partage, 2, des outils pour emmagasiner et faire des recherches, et 3, la vidéo pour aussi capter des moments et les retransmettre de manière simple. Voilà un chemin qui permet de capturer l'information. Et ce que je dis toujours avec mes clients, c'est que le plus important finalement, c'est même pas comment t'as mis en forme la connaissance, que ce soit une vidéo, un PDF, peu importe, c'est surtout de pouvoir la livrer au moment où on en a besoin. Moi, j'ai travaillé dans une énorme entreprise, il y avait des connaissances dans tous les coins, et le problème, c'est que personne n'était capable de trouver la bonne connaissance au bon moment. Et on en revenait en interne à appeler Laurent, à appeler Yoann, à appeler machin. Mais ça, on en a parlé il y a 6 mois. Mais oui, c'est là, sur le serveur G.2 dans le dossier machin. Et en fait, on perdait tous un temps de fou furieux, quoi. Parce que la connaissance était là, mais pas... elle était pas mise en œuvre pour qu'on y ait accès facilement et rapidement. Et c'est dommage parce qu'une partie du boulot était faite, mais comme on n'arrivait jamais à la livrer, ça servait à rien. Et du coup, on avait fait un morceau du chemin, mais on l'utilisait jamais. Et on en revenait à perdre extrêmement de temps. Ce qui me fait dire que t'as parlé des coûts, moi, à chaque fois, ça me rend... Enfin, ça m'étonne. Et j'ai eu le cas la semaine dernière, il y a un mec qui m'a appelé, et son nom de famille, c'est le nom de la société, c'est la 3e génération. Et le gars me dit, nous, on est une toute petite entreprise, on fait 200 machines par an, on les vend dans le monde entier, on s'est super industrialisé, on a 3 découpes laser, on a une plieuse extraordinaire qui se débrouille toute seule, machin. Mais alors, le SAV, c'est tout pourri. Et moi, ça fait 25 ans que je fais du SAV téléphonique et ça fait 25 ans que je répète la même chose. Et je me dis, et le gars en est conscient. Je me dis, mais tu te rends compte le temps que tu laisses, quoi. Je dis, mais t'as déjà calculé le temps? Je dis, non, mais j'ai même pas envie de le calculer. Et ça, mais personne ne le fait parce que moi, je suis confronté à ça à chaque fois, c'est que les gars vont répéter tous les jours, toutes les semaines, 25 fois la même chose. Et ça dérange personne. Par contre, se dire, attends, faut que j'investisse dans une découpe laser qui doit coûter, je sais pas, 200 000 euros. Les mecs, ils y vont parce que je sais pas par quel moyen, mais ils ont compris que ils allaient gagner plus d'argent, ça allait être plus facile, ou alors ils virent un sous-traitant. Mais passer 25 ans à répéter la même chose, qui en plus, ça coûterait pas 200 000 euros de solutionner ça. On n'a pas le même raisonnement.
est-ce que, ça c'est une question philosophique, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pas bien dans nos têtes pour qu'on se dise, ouais, on va répéter 14 fois la même chose chaque semaine. J'ai 200 techniciens en France, ils font tous ça. Ça fait 800 heures par an, ça fait 80 000 euros par... Enfin, tu vois, Ouais. comment ça se fait qu'on fait pas ça, à ton avis? La question est complexe. Il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Ça se passe à plusieurs endroits. Et ça serait intéressant que nos, 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 Auditeurs. spectateurs, nos auditeurs, nous partagent un peu des éléments d'expérience autour de ça. Et moi, je vais essayer d'en partager 2 ou 3. Je pense qu'il y a d'abord une méconnaissance de l'impact de nos connaissances. C'est-à-dire que on a tendance à penser qu'on a embauché tout un tas de personnes parce qu'elles ont des connaissances et que c'est leur job d'exploiter de ces connaissances, ok, ce qui semble logique jusque-là, mais sans tenir compte que parfois, comme tu l'as dans l'exemple que tu donnes, ces personnes utilisent la même connaissance des centaines de fois et répètent la même chose ou presque des centaines de fois. Est-ce que la valeur de cette personne, c'est de répéter des centaines de fois la même chose? Probablement pas. C'est pas là où cette personne a le plus de valeur. Donc, quand on constate ce genre de choses, c'est finalement comment on automatise ce qui est répétable, ce qui est relativement simple, et on repositionne le collaborateur, la collaboratrice sur les endroits où elle a beaucoup plus de valeur, ou les endroits où son expérience, ses capacités intellectuelles, manuelles et autres permettent de générer plus de valeur pour l'entreprise. Donc il y a une première question là autour de ça, je crois. Il y a une deuxième question sur la complexité, parce que c'est très complexe de structurer la connaissance. C'est vraiment difficile. Beaucoup d'entreprises ont essayé des outils où on essaie de construire des arborescences, mais l'arborescence qui fonctionne avec quelques-uns ne fonctionne pas avec d'autres parce que leur modèle de pensée n'est pas le même. Donc c'est extrêmement compliqué. Pour l'avoir fait aussi dans le passé, c'est vraiment compliqué. Sauf que les temps changent. Aujourd'hui, avec les moteurs de recherche qui existent, qui s'appuient sur l'IA, on a la capacité de structurer la connaissance, d'emmagasiner la connaissance sans forcément la structurer. C'est l'outil qui va faire la recherche et la recherche est de plus en plus intelligente. Donc on a moins besoin de structurer. Quelque part, on le voit par exemple dans dans nos boîtes mail. On peut aujourd'hui ne pas structurer, laisser tout en vrac et faire dans la recherche et puis on retrouve les choses. Ça marche plus ou moins bien, c'est plus ou moins fin, mais ça a fortement évolué. Et bien c'est vrai pour toutes les autres formes de connaissances à partir du moment où il y a quand même des mots-clés. Il faut quand même qu'il y ait des mots qui aient du sens, qui amènent le sens de ce que je recherche. Donc, ça veut dire que la façon dont je capture la connaissance, notamment les rapports d'intervention dans le SAV, que ce soit rapport d'intervention sur site ou les rapports qu'on fait quand on fait du soutien téléphonique, c'est pareil, les tickets qu'on peut ouvrir, ce genre de choses, comment on est suffisamment précis sur ce qui s'est passé et surtout sur le contexte dans lequel ça s'est passé. Comment on a résolu. Si ça, on arrive à le documenter à la volée, en temps réel, et on y accorde du temps, à ce moment-là derrière, on va pouvoir faire de la recherche et le traiter. Et puis, là, il y a aussi dans les outils, ce qui est en train d'évoluer, c'est qu'il y a des outils qui aident à structurer l'information. C'est-à-dire qu'avant, il fallait taper les choses. Aujourd'hui, on peut les dicter et ça va se transformer en texte quelque part. Aujourd'hui, on a des outils qui vont aider à structurer le texte. On n'a pas besoin d'être très pointu. On décrit un peu les choses et avec des IA génératives, ça va structurer les choses. C'est plus ou moins fin, ok, c'est encore en train d'avancer, mais ça avance très très bien et très très vite. Donc, les problèmes qu'on a rencontrés quand on a l'expérience d'avoir essayé de structurer des bases de connaissances s'effacent petit à petit. Ils sont de moins en moins vrais. Et ça vient plutôt amener la focale sur le fait de bien capter de l'information, que l'information qu'on capte soit vraiment concrète, pertinente, complète, la plus complète possible, la plus factuelle possible. C'est surtout ça qui va être important. Donc ça, c'est probablement un deuxième grand espace qui fait que on a un peu de mal à le faire. Et puis peut-être un troisième grand espace aussi, c'est que le fait de ne pas faire n'est pas chiffré. C'est-à-dire qu'on n'a pas évalué les coûts de faire différemment. On n'a pas évalué suffisamment l'impact de ce qu'on a l'impression de bien faire. Ça marche aujourd'hui, donc tout va bien. Non, en fait, ça marche parce que certaines personnes y mettent une énergie, mais elle est trop grande, cette énergie.
Et elle est usante parce que c'est la même chose. Il y a des formes de routine qui sont parfois très usantes. Mais comme c'est leur job, ces personnes-là vont pas forcément le dire. Elles vont le dire un peu différemment. Elles vont se plaindre de choses un peu autour. Mais pas forcément dire clairement, en fait, j'aimerais bien vraiment faire autre chose. C'est mon job, je fais mon job. Et là, si le management ne vient pas regarder un peu plus dans le détail, si les ressources humaines ne viennent pas regarder un peu plus dans le détail, parfois on passe à côté. J'ai vu des boîtes où on passait à côté. Et les personnes, au bout d'un moment, s'en vont. Elles vont nous dire, j'ai trouvé mieux, point. Ça me dit pas ce que je fais pas bien dans mon entreprise, ça me dit pas en fait c'est une forme d'usure voilà. Donc je le sais pas. Donc je vois pas les coûts. Je vais pas voir les coûts du fait que cette personne-là en fait aurait de la valeur ailleurs. Je pourrais l'utiliser parce qu'elle a acquis de l'expérience, elle a une expertise finalement assez fine sur certains sujets, mais je l'exploite pas, je la laisse sur des choses routinières, etc. Et tout ça, en fait, ça s'évalue. Et peut-être que si on avait une meilleure connaissance des coûts, et j'en parlais un petit peu au début, aussi, le fait qu'un client soit mécontent, le fait qu'on répète des choses, qu'on répète des problèmes, on répète des erreurs, on renvoie les personnes sur les mêmes sujets, on traite pas suffisamment en amont au bureau d'études des pannes récurrentes qu'on pourrait éviter si on changeait un peu la conception. Enfin, toute la chaîne, en fait, est concernée quand il y a des problèmes, quand il y a des pannes. Et si ça, on le traite pas, et qu'on chiffre pas les conséquences, pourquoi ferait-on différemment? C'est ça. Ils chiffrent jamais ce temps. Moi, je l'ai vécu ça, hein, quand je fais de la prospection ou quand j'ai des gens en rendez-vous, des directeurs ou des responsables SAV qui me disent, mais c'est notre job de faire ça, de répondre au téléphone pour répéter tout le temps la même chose. Et si on le ferait pas, c'est pas normal. Et deuxième chose, c'est que je leur dis, mais vous avez combien d'appels par jour? 10, 15. Et c'est tellement lissé sur un temps long qu'ils se rendent pas compte de la répétition. Et moi, à chaque fois, je leur dis, vous avez combien de techniciens? 12. Ils répondent tous au téléphone. Ouais. 12. Je leur dis, mettons, vous m'avez dit 10 questions par jour. Allez, on va prendre même 5 questions par jour qui durent, 15 minutes. Et 15 minutes, coup de téléphone, 15 minutes, c'est vraiment rien du tout, parce que le temps de dire bonjour, machin, t'as quelle machine, ouais, c'est cool, ça va. Ah ouais, t'as vu Gérard hier, machin. T'es plutôt à 30 minutes. Enfin, même en faisant des petits calculs comme ça, 5 appels par jour de 15 minutes, 80 € de l'heure de la main-d'œuvre, tu fais des calculs, t'arrives facilement des fois à des 60 000 €. S'il y a plus de techniciens, des fois c'est même 300 000 € d'argent fictif perdu parce que t'as passé ton temps à répéter la même chose. Et quand tu leur mets ça devant le nez, ils sont là. Non, je pense pas, c'est pas autant. Je dis, mais c'est pas autant, mais sérieux, un coup de téléphone, ça dure jamais 15 minutes, si. Si, c'est vrai que ça dure quand même plus. Et il y a vraiment un truc ils y croient pas, quoi. Pourtant, c'est factuel, et voilà, c'est notre job, donc on va pas changer. Ça, moi, j'ai du mal avec ça. Et quand bien même, dans mon secteur, on manque de techniciens, donc ça veut dire que si tu t'ajusterais un peu ta manière de fonctionner, ok, tu manques de techniciens, mais tout le temps que tu passes à répéter les mêmes choses, si t'arrivais à l'étancher quelque part, peut-être que finalement tu te rendrais compte que tu manques pas de techniciens, t'es juste mal organisé, peut-être. Alors, il y a plusieurs sujets, je crois, dans ce que tu dis. Le premier sujet que j'entends, c'est mon job. Pour moi, la première des questions à se poser, c'est quoi le job de mon SAV? C'est quoi son job? Réponse en général assez simple, c'est de résoudre les problèmes, c'est de faire en sorte que les clients soient satisfaits et de les fidéliser. Ok, ça c'est le niveau un peu macro, c'est globalement. Mais dans le détail, c'est quoi finalement le job de mon SAV dans mon contexte, sur mes machines, avec mes segments de marché à moi? Ça a besoin d'être réfléchi et d'être regardé de très très près. Et ça doit être raccroché à nos objectifs d'entreprise. Est-ce qu'on veut faire de la croissance? Est-ce que l'objectif c'est de devenir numéro 1 sur le marché? Est-ce que l'objectif c'est de faire face à une concurrence qui est extrêmement rude et difficile et qui tire les prix vers le bas? Est-ce que ce sont des clients qui sont extrêmement exigeants parce que sur des niches particulières et que le niveau de service doit être extrêmement élevé pour que ça fonctionne? Enfin, quel est mon contexte? Dans ce contexte-là, c'est quoi le job du SAV? En général, le job du SAV, c'est pas de répéter. C'est pas ça son job. Son job, c'est de faire en sorte que chaque problématique soit adressée de la bonne manière pour produire le maximum de valeur pour l'entreprise, pour le client et pour les personnes qui sont dans cet écosystème. Donc, en tenant compte de toutes les contraintes, plus les objectifs de rentabilité, plus les objectifs
qui viennent s'ajouter, environnementaux, impact social, impact sociétal. Donc tout ça, ça doit traiter tout ça à minima. Donc, si les objectifs c'est ça, c'est comment on optimise déjà ça. Et peut-être qu'en regardant dans le détail, je vais m'apercevoir qu'effectivement, j'ai 5-10 personnes qui passent un certain temps au téléphone. Je suis d'accord avec toi, 15 minutes, c'est une moyenne basse, c'est en général plus, pour résoudre des problèmes, pour renseigner, pour donner des infos. Est-ce que j'utilise ces personnes-là de la meilleure manière possible? Est-ce que c'est là que ces personnes ont le plus de valeur? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de ce job qui pourrait être fait de façon automatisée, autrement? Par de la vidéo, par des FAQ en ligne, par de l'information qui est dispatchée de façon semi-automatique ou automatique. Donc là, il y a un vrai sujet pour utiliser les personnes là où elles ont plus de valeur. C'est intéressant pour l'entreprise en termes de rentabilité et c'est intéressant pour la personne en elle-même, puisqu'elle est valorisée en faisant des choses qui l'intéressent plus, qui lui correspondent plus. Donc ça, c'est un premier sujet, je crois, dans ce que tu décris. Un deuxième sujet, c'est d'évaluer justement. C'est-à-dire que le temps passé au téléphone dans les SAV, c'est probablement le premier gouffre financier. C'est-à-dire qu'en moyenne, si on a une dizaine de personnes qui sont là en soutien téléphonique, que ces personnes passent, ne serait-ce que 3-4 heures sur du temps qui pourrait être épargné, parce qu'on pourrait faire les choses mieux, que ces 3-4 heures vont coûter en moyenne à peu près, je vais dire, entre 30 et 40 euros en prix de revient, pas en prix public, en prix de revient, en tenant compte de leur salaire, des moyens pour travailler, etc. Globalement, disons même une trentaine d'euros. On multiplie par 4 heures, par le nombre de personnes, par le nombre de jours, par le nombre de mois, de semaines, de mois, okay, et sur une année, on arrive très très vite à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et souvent, ce temps-là n'est pas facturé. Ce temps-là, c'est cadeau. Ça fait un très très gros investissement. Donc, juste ce temps-là, se poser la question de comment on peut réduire ce temps-là, comment on peut, non pas en mettant la pression sur les gens pour qu'ils passent moins de temps au téléphone. Ça va détruire la qualité du service. C'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Mais plutôt comment on optimise, comment on valorise, comment à un moment donné on rentabilise. Donc ça c'est un sujet à part entière. Mais c'est déjà de se poser la question, de le repérer, de le chiffrer et de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse courir ou est-ce qu'on fait autrement? Et après vient la question de la méconnaissance des outils. Beaucoup d'entreprises ne savent pas qu'on peut faire différemment. Mais c'est juste par méconnaissance. Tout le monde a entendu parler d'IA, mais on fantasme autour de l'IA, plein de choses. On a plein de films de science-fiction qui nous reviennent en tête. On fantasme beaucoup. La réalité, elle est plus simple. Elle est que aujourd'hui, les outils d'IA permettent, de traiter toutes les questions autour du texte, de simplifier la prise de notes, de simplifier les recherches autour des questions de texte. Ça simplifie les questions autour des images, que ce soit des photos ou des vidéos. Il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier. Et ça simplifie la façon de structurer la connaissance, de l'emmagasiner et de faire de la recherche. Donc déjà, si on a cette connaissance-là, si on sait qu'on pourrait faire quelque chose, et qu'on a compris que tel que c'est aujourd'hui, ça nous coûte trop cher, peut-être que là, on va pouvoir commencer à développer un projet pour améliorer les choses. Donc, tu vois, il y a à la fois des questions de comment je perçois mon métier, il y a des questions de comprendre réellement ce que ça coûte, et il y a et de voir comment c'est en phase avec les objectifs, et des questions de méconnaissance d'outils. Donc déjà, à minimum. Il y a peut-être sûrement d'autres sujets, et j'invite les auditeurs à partager. C'est vrai. Bon, on s'est un peu éloigné de Gérard qui partait à la retraite, même si c'est un sujet connexe de capturer ses connaissances. On a fait un épisode qui est déjà 33 minutes, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui n'est ni d'IA ni de vidéo, c'est l'apprentissage, bien sûr. Alors bon, l'apprentissage c'est pareil, sur un gars qui va bientôt partir à la retraite, lui mettre quelqu'un dans les pattes, des fois c'est compliqué, ça prend du temps, et on transmet toujours qu'un petit morceau des connaissances, mais c'est quand même pas mal efficace, n'est-ce pas? En fait, alors oui, c'est une question extrêmement importante. C'est finalement dans tout ce qu'on vient d'aborder, il y a à la fois la question de comment on emmagasine l'information et comment on y a accès, et il y a la question de la transmission. La question de la transmission, elle se travaille. Donc, comme je le disais un petit peu au début de l'épisode sur être en binôme, par exemple, comment on a structuré ça, ce partage de connaissances. Mais il y a aussi le fait de valoriser les personnes qui ont de l'expertise. Valoriser les personnes de l'expertise, ce n'est pas forcément les nommer responsables SAV. Pourquoi? Parce que
tous les experts n'ont pas forcément envie de devenir responsables SAV. Déjà, c'est pas forcément leur envie, parce qu'ils n'ont pas forcément l'envie de manager une équipe. C'est pas parce qu'on est un expert qu'on a envie de manager. Et on n'a pas non plus 36 postes de responsables SAV. Okay, ou de chef d'atelier, ou d'inspecteur technique etc. Donc déjà, il y a plusieurs chemins pour valoriser les personnes. Et un des chemins, c'est de les mettre en posture de professeur, de comment on responsabilise quelqu'un qui a le bon savoir, de bonne qualité relationnelle, une bonne capacité pédagogique à transmettre un savoir. S'il ne l'a pas, il peut aussi l'apprendre, on peut l'accompagner là-dessus. Et ensuite, le valoriser en lui disant, écoute, avec toute l'expérience que tu as, on te propose d'accueillir des apprentis, de former les jeunes qui débutent chez nous, de former d'autres personnes qui sont chez nous, mais qui n'ont pas le savoir sur tel équipement, sur telle machine, sur tel contexte. Et une partie de ton job, ça va être ça, voire ton job, ça va être ça pour les dernières années que tu vas faire avec nous. Ce qui est très important, c'est de l'anticiper très en amont. Il faut l'envisager au minimum 5 ans avant le départ à la retraite. Okay, il faut pas s'y prendre la dernière année. En fait, oh là là, il y a Gérard qui part à la retraite, il faudrait structurer un truc. Okay, parce que ça va prendre du temps la transmission. Peut-être qu'il faudra accompagner Gérard dans ses compétences pédagogiques. Un super expert n'est pas un super pédagogue. Attention, ça va pas l'un. Ce sont deux savoirs différents qu'il faut travailler. Parfois, on a la chance d'avoir les deux d'un coup, mais souvent, il faut accompagner un peu. Il faut aussi accompagner un peu en termes de support. Il y a des supports à construire. Peut-être un peu en termes d'outils aussi et d'aménagement du temps. Donc ça, c'est une façon aussi de valoriser les gens. Et quand on met un super expert, on lui met dans ses mains des apprentis et qu'on le laisse contribuer au recrutement de ces apprentis. Attention, c'est pas on recrute et puis Gérard, maintenant tu te débrouilles, on a ces 3 là, tu fais avec. Ça, c'est un mauvais chemin. Il faut aussi que les personnes qui vont former contribuent à un moment donné dans le processus de recrutement pour donner leur point de vue. Éventuellement, évaluer les personnes. Okay, ça, c'est un point fondamental pour que ça se passe bien après. Et en plus, on recrutera de meilleurs apprentis. C'est pas con, ça. J'ai déjà vu tellement de fois où les gosses, ils arrivent, ils disent, ouais, tu te mettras avec Gérard. Et Gérard, t'es qui, toi? Ah, d'accord. C'est vrai que c'est foireux. Pourtant, les solutions sont simples. Bon, bref. Conclusion, je dirais peut-être les mots le plus important serait de dire qu'il faut prévoir et anticiper, quoi. Oui, la transmission, ça se prépare, et ça se prépare en années à l'avance, pas en mois, en années à l'avance. Et la gestion de la connaissance, c'est un vrai sujet qui doit être absolument traité dans les entreprises. Maintenant, on vous a donné des pistes. On va essayer de vous concocter un épisode avec des solutions parce que ça revient souvent et les gens nous posent souvent des questions. Alors, on n'a pas eu tellement, mais celles qui reviennent, c'est vous parlez de CRM, qu'est-ce que vous nous conseillez? Vous parlez d'IA, alors qu'est-ce qu'il y a comme outil qui existe? Bientôt. Un épisode sur les outils. Allez, bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tutos pour ton SAV.